Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. Vous avez bien entendu. C'est le maître qui rappelle son élève à l'ordre, qui lui rappelle qui est le patron, qui siffle la fin de la récréation. Une forme de montée du politique du ressentiment qui se nourrit ici de l'anticolonialisme réinventé ou fantasmé, là d'un anti-occidentalisme instrumentalisé, la dénonciation d'un double standard. Je cherche l'humilité évoquée à grand renfort médiatique il y a quelques mois, en février dernier, avant sa tournée africaine, mais là je ne trouve pas. Peut-être vous, mais moi je ne la trouve pas. On ne se refait pas. Et c'est justement ce que les Africains en général, et les jeunes en particulier, ont du mal à accepter. Ils n'acceptent plus qu'on leur parle comme on le faisait avec leurs parents. Ce qu'ils demandent, c'est juste du respect, moins d'arrogance. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Avait-il besoin d'ajouter cette petite phrase qui trahit sa pensée, qui montre bien ce qu'il pense de la volonté affichée des Africains de produire localement? Au moins, c'est ce qu'il en pense. Pour produire local, il n'est pas fan. Il n'y croit pas, sauf que l'avenir des Africains passe par là, même si la production locale des putschistes semble être ce qu'ils notent pour le moment. Il y a des moments où on se pince pour s'assurer que ce qu'on a entendu est réel. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. À qui on veut faire croire que la volonté du président Macron de rester au Niger est mue par la seule volonté de restaurer Mohamed Bazoum dans son fauteuil. Que c'est d'abord une histoire de fidélité. Depuis quand les relations entre États seraient dictées par des sentiments personnels? On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? On voudrait bombarder les Nigériens parce que Mohamed Bazoum est un allié fidèle. Parce qu'on entretient avec lui d'excellentes relations. La ficelle est trop grosse et donne une impression d'amateurisme. Chacun sait que la volonté de rester sur place n'est pas motivée par un quelconque sentiment d'amitié avec le président déchu. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. La France avait fait du Niger la base principale, je dirais même unique, de ses opérations militaires au Sahel. L'avenir des 1500 militaires qui y sont déployés est aussi remis en question. La rhétorique anti-française prend de l'ampleur et tous les accords de coopération militaire signés entre la France et le Niger depuis 1977 ont été dénoncés, ce qui revient à exiger leur départ du pays. Pour l'instant, la question n'est pas posée, mais elle pourrait l'être à court-moyen terme, en dépit d'un début de pourrissement de la situation, comme on peut le voir pour l'instant. Est-ce que cela justifie le fait que l'on veuille mettre un pays à sac pour y rester? Est-ce que la diplomatie se résume désormais à des opérations militaires? Dès qu'il y a une contrariété, on sort l'armée. Que non seulement aujourd'hui nous nous voyons évincés d'Afrique, mais nous perdons contact avec le Sud qui devient un élément dominant du jeu mondial. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac, ou continué Jacques Chirac, de liens extrêmement forts avec le Sud dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France, au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur, eh bien nous avons continué. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée. On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique.
Ça serait grotesque. On va pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Le pire, c'est de se durcir, de camper sur sa position, d'être convaincu qu'on a raison. Beaucoup des erreurs que nous avons commises dans cette région depuis 2013 sont dues à l'incapacité à ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles sur des réalités que nous comprenions mal. Autre chose qui m'a également interpellé dans le discours du président Macron aux ambassadeurs, c'est cette petite phrase faussement sibylline. Cette allusion qui contribue insidieusement à nourrir la haine, la division entre les ethnies. Une de ces réflexions a priori anodines qui empoisonnent les relations entre les peuples. Technique utilisée depuis des décennies pour diviser. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. C'est grave ces propos. La situation actuelle au Niger n'a rien à voir avec le rejet d'une quelconque minorité ethnique. J'avais déjà entendu cette réflexion distillée de façon sournoise par le général Trinquant sur un plateau de télévision. Et Bazoum et Issoufou sont des Arabes. Là, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Africains. Donc il y a ce sujet qu'on connaît très très mal. Cette fois-ci, c'est le président Macron qui reprend cet argument. C'est faux et pas responsable. À moins que ce soit fait à dessein. La minorité arabe à laquelle appartient le président Mohamed Bazoum n'a guère été stigmatisée. Le renversement de Mohamed Bazoum, tout le monde sait dans quelles circonstances il s'est fait. On sait bien qu'il s'agit d'abord et essentiellement d'une affaire interne entre l'ancien président et lui-même. Une révolution de palais en somme. Que le 27 juillet, donc il y avait un conseil des ministres qui était prévu, et ce conseil des ministres, il devait se pencher sur la création de cette nouvelle société baptisée Pétro-Niger. Alors c'est quoi Pétro-Niger ? C'est une société qui devait s'occuper en gros de l'exportation des nouveaux produits pétroliers du Niger. Il y a des chiffres qui sont donnés, il y a eu des auditeurs externes qui ont travaillé sur la Sonidep, qui estiment que la fraude coûtait environ 50 à 70 millions de dollars par an à l'État du Niger. Donc ce qui est assez énorme pour le budget nigérien. Donc effectivement, tout ça, on s'est rendu compte que la Sonidep était effectivement, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, une caisse noire utilisée depuis 10 ans par le PNDS pour alimenter un certain nombre, pour alimenter en fait le système de corruption, et n'ayons pas peur de le dire, qui va alimenter notamment les rangs de l'armée. Donc c'est en fait cette Sonidep qui était essentielle pour le parti au pouvoir. Et quand Mohamed Bazoum arrive au pouvoir, lui, il se rend compte, il a ces chiffres, il a notamment les auditeurs du FMI qui l'alertent sur cette question-là. Et donc il va vouloir un petit peu changer les choses. Donc neutraliser la Sonidep en créant Pétro-Niger, voilà une décision qui avait tout pour déplaire au général Tiani qui a pris le pouvoir. Ainsi, vous venez de le dire, qu'au propre fils de Mamadou Issoufou, l'ancien président, qui a d'ailleurs mis du temps à afficher sa solidarité envers son dauphin renversé, Mohamed Bazoum. Ceci explique cela, selon vous ? Sani Issoufou, donc le ministre du pétrole, s'est longtemps opposé à Pétro-Niger. Ensuite, il a essayé d'en modifier les statuts et donc d'arranger un petit peu les choses pour garder le contrôle sur cette nouvelle société. Ça n'a pas fonctionné. Bazoum est passé en force et ça a effectivement beaucoup déplu au clan Issoufou, à cette frange finalement du parti au pouvoir qui restait davantage fidèle à l'ancien président qu'au nouveau président. Est-ce que c'est cela qui a vraiment déclenché le coup d'État ? On n'a pas la preuve d'un coup de fil entre Mahamadou Issoufou, évidemment, et le général Tiani, mais on sait que le général Tiani et l'armée dans son ensemble étaient sans doute alimentés par cette Sonidep, par cette caisse noire. Lorsque l'on sait ces détails du putsch, un homme politique d'envergure, avec tout le renseignement dont il dispose, doit éviter d'allumer un autre feu. Ce n'est point une affaire ethnique. On est trop souvent habitué à écouter ce type de raccourcis que nos intellectuels avalent avec les arêtes. Mais le plus surréaliste, le plus incompréhensible dans cette affaire de putsch au Niger avec le président Macron, c'est le refus de faire partir son ambassadeur malgré le fait que les nouvelles autorités nigériennes aient demandé son départ. Sur ce coup, on a violé toutes les règles internationales. Alors que l'on dit en être les fervents défenseurs, on fait fi de toutes les règles. Tout ceci ressemble par moments à une histoire de cours de récréation. L'ambassadeur de France à qui les nouvelles autorités donnent 48 heures pour quitter le territoire, qui refuse de s'exécuter parce que Paris dit ne pas reconnaître ces putschistes-là. C'est le bras de fer. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. C'est dit. Pas question que l'ambassadeur IT s'en aille.
il reste. Faire preuve de fermeté, faire preuve de conviction, c'est nécessaire, mais pas au détriment de la recherche de solutions, pas au détriment de l'imagination qu'il faut mettre en œuvre dans une ingénierie de crise. C'est la crise de l'ambassade de France au Niger sur fond d'intervention étrangère pour chasser les putschistes. Que notre ambassadeur, M. Stéphane Ité, qui est ambassadeur au Niger, il n'est pas ambassadeur de Macron. Sur la plaque qu'il y a sur son bâtiment, il n'y a pas marqué ambassadeur d'Emmanuel Macron auprès de Mohamed Bazoum. Non, non, non. Ça, faut vraiment ne rien comprendre aux relations diplomatiques. Il est ambassadeur de la République française auprès de la République du Niger. Même demande des autorités nigériennes qui réclament le départ des forces françaises stationnées au Niger. Des autorités désormais soutenues par les populations qui manifestent devant les bases. Que disent les textes en la matière en réalité? Que dit la Convention de Vienne dans ce cas précis? Le texte ratifié par tous les États au monde. Article 9, alinéa 1. L'État accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique, le chef de la mission est persona non grata. C'est exactement ce qui vient de se produire. L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur, était persona non grata, il doit donc partir. Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9 alinéa 1. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions. En diplomatie, comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qui sont utilisés. Là, c'est la version française qui fait foi. Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était persona non grata, l'État accréditant doit obéir, doit obtempérer, il doit rappeler la personne en cause. Voilà ce que disent les textes. Mais si, comme c'est le cas, l'ambassadeur ou le diplomate refuse de partir, que prévoit le texte? Alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter, c'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du présent article, c'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur puisqu'il a été déclaré persona non grata. Alors lisez bien ça. L'État accréditaire peut refuser, là il y a marqué peut, ça n'est pas obligatoire, mais peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc chaque mot compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré persona non grata, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire. C'est dans le droit international positif. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stéphane Ité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. Mais dans le cas d'espèce, le président Macron rappelle qu'il ne reconnaît pas les autorités illégitimes en place et qu'elles n'ont pas pouvoir pour mettre un terme au mandat de l'ambassadeur. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs une des rhétoriques habituelles de ce qui normalement était la diplomatie française pendant des siècles, et en particulier sous Charles de Gaulle. La formule rituelle que l'on disait en France, c'est que la France reconnaissait des États et ne reconnaissait pas des régimes. Je voudrais simplement rappeler qu'en 1974, lorsque le président Kounché avait fait le coup d'État contre le président Diori, la base française
qui étaient au Niger avaient été priés illico presto de quitter le Niger. Les autorités françaises de l'époque n'ont pas prétendu que Kounché était un pouvoir illégitime. Les autorités françaises de l'époque se sont aussitôt exécutées. Je pense en droit, on parle d'usage. Donc ce précédent peut être considéré comme un usage. Au moment où la tension atteint son comble ces derniers jours, où certains parlent des négociations entre Paris et Niamey pour parler sur fond de suspicion des autorités nigériennes qui doutent de la sincérité de la partie française, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la présence même de l'armée française. Le Niger appartient aux Nigériens. Alors, dans ce sens, nous demandons qu'une chose. Nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle. Ils ont des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les drones qu'ils ont. Mais leurs drones ne voient pas les terroristes. Donc on n'a pas vu à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi libre de chercher des alliés qui est fiable, qui traite égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux là-bas, ils ne connaissent pas la coupure. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. En outre, il y a à se poser des questions sur la validité réelle de ces accords. Parce que l'article 169 de la Constitution du Niger, en tout cas à l'époque où ces accords ont été signés, cette constitution était encore valable. Cette constitution disait de manière très claire que les accords de défense, pour être valables, doivent faire l'objet d'une loi de ratification par l'Assemblée nationale. Or, ces accords n'ont jamais été soumis à ratification au niveau de l'Assemblée nationale. Dès lors, on est en droit de se poser la question de savoir si ces accords sont légitimes. C'est un accord entre un individu et un gouvernement étranger. Désormais, c'est tout ce qui exige le départ pur et simple de l'armée française du Niger. Même ceux considérés comme modérés ne s'encombrent plus de politesse et sortent de leurs réserves pour réclamer le départ des troupes basées au Niger. Excusez-moi l'impolitesse de dire à la France de foutre la paix aux Africains. C'est-à-dire ? Nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo. Nous n'étions pas venus de notre propre chef. Nous n'étions pas venus parce que nous aurions des intérêts. Nous étions venus parce que nous avions été sollicités, appelés, même avec une alerte qui était prononcée bien plus loin que le Mali. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire? C'est mal d'avoir fait ça? De grâce, non. C'est vrai, la France est venue à la demande du Mali. C'est vrai qu'elle a stoppé l'avancée des djihadistes qui menaçaient de couper le pays en deux et d'y installer leurs lois. Personne ne le lui conteste. Mais on n'est quand même pas tous frappés d'amnésie partielle. Cet argument qui veut que Paris ait sauvé ces pays des barbares est un peu biaisé, voire pas très objectif. Les barbares, les terroristes qui menaçaient de diviser, de faire disparaître ces États, qui les a fabriqués? Qui les a enhardis? Qui les a armés? Les auteurs de ces propos ont-ils oublié qu'ils sont à l'origine du chaos ambiant au Sahel avec leur foireuse intervention en Libye? La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur.
D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. Arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. Ce n'est donc que justice si la France, et avec elle ses alliés, sont venus essayer d'éteindre le feu qu'ils ont allumé. Cette propension à rappeler qu'ils ont sauvé le Mali a plutôt tendance à énerver de nombreux Africains qui dénoncent cette mémoire sélective. L'histoire se souvient que le développement du terrorisme violent est la conséquence directe de l'intervention occidentale en Libye, et que l'Europe est plus perçue comme le pompier pyromane que comme le sauveur. Ça, c'est d'un. De deux, il est devenu ainsi de coutume de rappeler le sang versé par les soldats français pour défendre l'intégrité du territoire malien. S'il convient de saluer convenablement la mémoire de ces 52 soldats morts dans la campagne sahélienne contre les terroristes, encore une fois, il faut faire preuve d'un peu de mémoire et de correction. En matière de sacrifice pour sauver une nation, les Africains ont largement donné à la France. Ils étaient des dizaines de milliers à tomber pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale dans l'enfer du Nord à Verdun, en Provence, en Alsace, dans les différentes régions de l'Hexagone. Ceux-là n'étaient même pas des volontaires. Après les avoir enrôlés de force, on les a conduits à l'abattoir. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie? Que faites-vous pour le Soudan? Quelle est la leçon que nous tirons de l'Irak? Nous n'avons pas voulu pousser jusqu'au bout les inspections avec Saddam Hussein. Saddam Hussein était un personnage odieux. Nous avons récolté le chaos et le terrorisme. Nous n'avons pas voulu, à un moment donné, pousser les feux avec la Libye de Kadhafi. Nous avons récolté le chaos et la situation au Sahel. Donc il faut retenir les leçons. Il faut prendre en compte ces réticences, cette allergie à l'impérialisme occidental. Mais voyez le monde depuis le Brésil, depuis le Moyen-Orient, et depuis l'Afrique. Il voit la séquence américaine en Irak, l'Afghanistan bien sûr, avec un Roland récent, il voit la Libye, il voit le Sahel, il voit l'Amérique en donneur de leçons. J'ai été très frappé. On remet sur la table à juste titre la question de la justice internationale pour traduire un jour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre Vladimir Poutine. Mais chaque fois que je me déplace dans le monde, on me dit mais on n'a pas traduit George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale, ni devant une juridiction spéciale. Le deux poids, deux mesures. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie? Que faites-vous pour le Soudan? Que faites-vous pour les pays qui souffrent dans le monde? Revient constamment. Donc il faut, oui, regarder le monde, pas uniquement de notre point de vue, mais aussi avec le regard des peuples du monde. Comparaison n'est peut-être pas raison, mais il ne faut pas trop souvent rappeler aux Africains les sacrifices consentis pour sauver le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La balance ne pèse pas forcément du côté de Paris, qui s'est d'ailleurs dépêché de renvoyer chez eux les rescapés. Et pire, d'abattre une centaine qui, à Tiaroy, au Sénégal, où on les avait réunis en attendant qu'ils rejoignent leur famille, réclamaient simplement leur maigre solde. S'il vous plaît, ne réveillons pas ce douloureux souvenir. Et de 3, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, où les Américains et les Alliés ont remporté une victoire au bout de 4 ans, l'intervention française, bien que très coûteuse, n'a pas ramené la paix au Sahel. Les terroristes n'ont pas cessé de gagner du terrain dans l'ensemble des territoires où ces armées étaient pourtant présentes en grand nombre et largement équipées. Ce sont des relations qui sont encore marquées par l'empreinte néocoloniale. On rejette l'idée de la France-Afrique, mais pour les Africains, l'emblème même de la France-Afrique, c'est la présence militaire. Ça veut dire qu'il faut y renoncer ? Pardon ? Il faut y renoncer. Les 1500 militaires au Niger doivent partir. Mais la présence militaire ne peut pas se faire sur ce mode-là, ce mode traditionnel, c'est-à-dire le mode des interventions, le mode des bases. Tout ceci est dépassé. Donc il faut le faire dans le cadre de coopérations choisies, dans le respect de la souveraineté de ces États. Et nous avons pu apparaître dans les dernières années comme ne respectant pas toujours cette souveraineté. Et en plus, une intervention qui commence en 2013 et qui est toujours présente en 2023, c'est absurde. S'il y a un pays qui sait, de par son histoire, de par son engagement historique, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est la France. Je vous rappelle qu'on a expliqué au monde, dans la crise irakienne, que ce n'était pas la voie qu'il fallait choisir. D'abord, c'est un phénomène général. Toute opération militaire sur un territoire étranger qui dure est perçue à terme comme une invasion et comme une volonté de s'implanter durablement sur le territoire du pays. La deuxième raison, c'est que les objectifs n'ont pas été atteints.
puisque malgré la présence des forces françaises, le terrorisme a continué à se développer et la situation dans ces pays ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est considérablement dégradée. Et parlant d'occupation, encore une fois, l'histoire bégaye. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple. En 1945, lorsque les alliés américains aident ainsi la France à se libérer du joug nazi, va commencer une autre bataille plus sournoise, plus feutrée, dont très peu de journaux vont parler. Les Américains qui avaient dépensé beaucoup d'argent et perdu beaucoup d'hommes n'étaient pas prêts de repartir. Ils souhaitaient se payer sur la bête en installant une administration pour gérer la France. Ils vont même frapper à la hâte une monnaie française. Pour De Gaulle, c'est l'insulte suprême, parce que les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. Comme les Français le faisaient dans les colonies, ils voulaient installer leur régime à eux, avec leurs francs à eux. La 4e République, inféodée politiquement et économiquement aux États-Unis, bascule dans les guerres coloniales, provoquant une grave crise politique au printemps 1958. Quand Coty se tourne vers De Gaulle, c'est qu'il n'y a plus aucune solution de rechange, que les Américains ne veulent plus prêter d'argent à la 4e, qu'ils ont soutenu à bout de bras pendant 12 ans, et ils ne voient plus que cette solution-là. À la fois parce qu'elle peut créer un choc psychologique pour l'économie, et aussi parce qu'il pense qu'il est seul à avoir autorité sur l'armée qui commence à se rebeller. Mais ce qu'ignore De Gaulle, c'est que les Américains sont à la manœuvre pour le faire élire. Depuis l'ambassade, Wells Stabler, un diplomate employé de la CIA, achète les politiques français depuis des années. Pour cette élection, il met en place un stratagème avec Guy Mollet, le patron de la SFIO, le Parti socialiste, pour faire investir De Gaulle président du Conseil le 2 juin 1958. Eisenhower craint beaucoup un coup d'État communiste et demande à la CIA d'aider au retour du pouvoir de Gaulle. Et comment la CIA va le faire? C'est tout à fait extraordinaire. Et ça montre la porosité entre les intérêts américains et la classe politique française en demandant à une partie du groupe SFIO, socialiste, de voter l'investiture à De Gaulle. Il faudra la perspicacité, la détermination du général De Gaulle, que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, pour que les Américains acceptent de s'en aller. Je prends cet exemple pour que ceux plus jeunes en Europe, notamment en France, ceux qui n'ont pas vécu ou connu cette histoire, puissent mieux comprendre ce que ressentent les Africains face à cette présence de l'armée française dans leur territoire. Surtout que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les plus défavorisés ne voient pas leur sort s'améliorer. Les classes moyennes sont très soucieuses de souveraineté et donc condamnent les attitudes de la France. Et les classes dirigeantes se servent de la France comme bouc émissaire. Tout cela avec une jeunesse connectée. Pourquoi c'est la faute de la France, tout ça ? Parce que, d'abord, les promesses ou les attentes n'ont pas été satisfaites. Depuis 2013, la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de redonner la pleine stabilité, même si le président Macron a eu raison de rappeler que, en partie, cette stabilité avait été maintenue. Mais néanmoins, l'amélioration de ces sociétés ne s'est pas fait sentir du côté des populations. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive chez vous de force, s'installe dans la maison, occupe les plus belles pièces. Pendant des siècles, il mange des provisions, les réserves de nourriture de vos enfants. S'accapare l'essentiel de vos biens, souvent avec la complicité de vos fils, mais très souvent également grâce à votre lâcheté. Vous humilie à chaque occasion. Vous fait passer auprès de vos enfants pour un demeuré, un bon à rien. Et de temps en temps, il vous offre généreusement des miettes tombées de la table, en se vantant à chaque fois de vous aider, de vous éduquer, de vous apprendre la vie, de faire de vous un homme. Bref, c'est lui qui fait la loi chez vous, qui vous dit ce qui est bien et pas bien. Il est le maître à défaut d'être le bon Dieu tout simplement. D'ailleurs, après avoir tué le vôtre de Dieu, il vous a imposé le sien. Et puis un jour, vos enfants qui ont grandi, se sont décomplexés, qui par la force des choses, par leur expérience de l'international, n'acceptent plus ce mépris, cette condescendance, cet esclavage, ce hold-up, cette exploitation, décident de lui demander de partir. C'est gentil de nous avoir fait ce que vous nous avez fait, de nous avoir tant malmenés, tant fouettés, tant humiliés. On ne vous en tient pas pour autant rigueur, mais le moment est venu de nous quitter, de partir de notre maison, sans rancune ni rancœur. Vous avez bien profité, vous vous êtes bien gavé, maintenant il faut partir. Et sans sourciller, sans gêne, sans honte, il vous répond, pas question, je n'ai pas l'intention de partir, je reste. Et pourquoi ? Parce que vous battez votre femme, vous élevez mal vos enfants, vous vous disputez trop souvent. En plus, il y en a parmi vous qui ne respectent pas les règles que j'ai édictées.
les sacro-saintes règles qui doivent régir votre maison, la démocratie qui doit être votre Bible. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que je suis là pour votre bien. Celui qui me demande de partir aujourd'hui, même si c'est sa maison, n'a pas le droit de m'imposer de m'en aller. Ce n'est pas le chef de famille à qui j'ai donné le pouvoir. Même si cela ne vous plaît pas, tant pis. Nous avons la force et le droit international pour nous. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Même si mes arguments ne sont pas crédibles et ne vous plaisent pas, il va falloir faire avec. Nous sommes là et nous ne comptons pas partir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah bon? Donc pour vous, on est fait pour être des larbins alors. Pour vous, si vous partiez, il faut absolument que quelqu'un vous remplace. Quel mépris. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. Quelle condescendance lorsque l'on écoute le discours d'un président sur lequel beaucoup de jeunes Africains avaient fondé leurs espoirs de libération. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À supposer que dans son esprit, comme dans celui de ses prédécesseurs, il voit les Africains comme des enfants à qui il faut tout apprendre, des êtres inférieurs, pauvres en esprit, à qui il faut apporter son aide. Je pense qu'il a conscience, qu'il sait que même pour un enfant, le parent doit savoir le laisser apprendre tout seul à marcher. Il doit pouvoir se lever, tomber, se casser une dent, un doigt, le nez, pour mieux comprendre comment se débrouiller seul dans la vie, pour apprendre les vicissitudes de la vie tout simplement. Pas besoin que le parent soit tout le temps derrière lui. J'ai bien dit, à supposer même que dans son esprit, il voit ainsi les Africains comme des enfants. Or, nous ne sommes pas des enfants. Jamais le titre du livre d'Antoine Glaser ne s'est autant justifié. Il y a une très profonde méconnaissance aujourd'hui par un certain nombre des autorités des nouvelles réalités africaines, des nouvelles réalités des sociétés, des nouvelles réalités des sociétés. Ce sont des pays où la jeunesse est très importante. Cette jeunesse s'informe sur des réseaux sociaux. Nous n'avons pas forcément les moyens d'accéder à elle. Nous fonctionnons très à l'ancienne. La jeunesse africaine demande, avec toute sa fougue, avec toute son énergie, qu'on laisse faire son expérience, qu'on la laisse construire son modèle. L'actuel n'a pas marché. Pas besoin d'être spécialiste pour le constater ou le mesurer. Et la jeunesse ne veut plus de faux tuteurs, de faux amis qui la volent, la spolient, en affichant de faux sentiments d'amitié. Elle a conscience que l'aide n'existe pas entre États. C'est d'abord une question d'intérêt, et elle veut veiller sur ses intérêts. C'est légitime, non? J'entends l'argument selon lequel ils vont se planter, qu'ils risquent de tout perdre. C'est possible. Mais au fait, qu'ont-ils à perdre lorsque l'on regarde l'état de tous ces pays africains? Qu'est-ce que ces jeunes qui jouent leur vie en bravant le désert, ou on les réduit à l'esclavage, ou en traversant toujours au péril de leur vie la Méditerranée, vers un hypothétique Eldorado où ils sont indésirables, peuvent-ils espérer de ce modèle que les nantis semblent défendre? Que peut vraiment encore espérer une jeunesse avec le système actuel? Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Le Nigérien de Yantala ou de Katako à Niamey, d'Arlit, à Gouré, dans le nord du pays, en entendant ça, doit se demander où est passé cet argent. Il est où ce co-développement, cette richesse, cette pauvreté qui recule? Il doit se demander si l'on parle vraiment de son pays. Moi, je suis né après toutes les décolonisations. Et on ne peut pas dire que le continent africain, c'est formidable, c'est un continent très jeune. 70% de ce continent est né après les décolonisations, même plus que 70%. Et continuer à avoir un dialogue complètement complexé par le post-colonialisme. C'est une manipulation, il faut quand même être lucide. Nous, on ne doit pas tomber du côté de la facilité, des habitudes d'un post-colonialisme qu'on a nourri après colonisation, il faut être lucide. Mais avec lequel on a rompu. Rompu, ça, ce n'est pas sûr. Mais bon, ce n'est pas parce que l'immense majorité des Africains est née après la décolonisation qu'ils ne subissent pas toujours les conséquences de ce qui s'est passé avant leur naissance. Elles continuent de les impacter durement, figurez-vous. Dans le cas de la France, par exemple, si le commerce extérieur en Afrique subsaharienne ne représente qu'environ 2% de notre commerce extérieur, les parts de marché, nous le savons tous, sont concentrées dans les mains de quelques grands groupes qui font des affaires avec un taux de profit indécent en complicité avec des élites extraverties et corrompues, au détriment de la très grande majorité des Africains. Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France.
une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments, et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un intérêts relatifs pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. J'ai souvent dénoncé des exemples caricaturaux comme la surfacturation par des groupes français du train urbain d'Abidjan ou les profits accumulés par le groupe Bolloré dans les ports ouest africains dont il est parti, sans égard pour les pays concernés. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée. On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ça serait grotesque. On va pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Ce n'est donc pas un complexe que développe la jeunesse, mais une révolte face à une situation inacceptable pour une jeunesse mondialisée. Nous devons avoir une diplomatie assez simple. C'est poursuivre nos intérêts. Et partir de là. Notre sécurité, nos intérêts économiques, technologiques, diplomatiques, culturels. C'est de le faire en défendant aussi nos principes. Et c'est ce qui, je crois, nous différencie parfois d'autres pays. Une certaine aspiration à l'universel et donc à cet égard la défense des droits de l'homme, de la dignité humaine, le partenariat avec les acteurs humanitaires, la défense du droit international et le respect de la souveraineté des peuples. J'entends souvent dire, ici l'Afrique est notre avenir, mais elle est d'abord l'avenir des Africains et c'est par là que tout doit commencer. Et qu'avec eux, partenaires enfin respectés, nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale, climatique et environnementale. Je ne suis pas pour qu'on passe sous la table, hein. Même si je reconnais les erreurs, les accumulations d'erreurs, les maladresses, oui, mais on ne va pas disparaître, on ne va pas raser les murs. C'est pas parce qu'il y a eu des erreurs en Afrique qu'on n'aura plus du tout de politique en Afrique. Ce que semblent totalement perdre de vue les grandes nations occidentales, c'est le fait que la jeunesse africaine, bien que privée de grands moyens et d'infrastructures importantes, est ouverte sur le monde. Elle vit le monde et ses soubresauts en temps réel. Elle voit combien le monde occidental devient obsolète. Les pays du Golfe aujourd'hui nous regardent, nous disent « Vous êtes là avec vos principes, vos droits, vos règles, vos critères du FMI. Vous êtes qui ?» Un vieux continent déclinant démographiquement, dépendant énergétiquement, incertain technologiquement. Nous allons travailler avec l'Inde, la Chine, moins exigeantes que vous, et beaucoup de pays pauvres et en développement qui préfèrent notre agenda. On les en mémoire avec nos critères. C'est ce qui se passe. Dans beaucoup de pays où vous représentez la France. Quand on n'arrive pas à trouver de l'argent au FMI, on va les chercher maintenant dans des puissances du Golfe ou d'ailleurs, ou chez certaines autres poches profondes qui proposent un autre agenda avec d'autres critères, d'autres valeurs. Je ne surestime pas ce qu'a signifié le sommet de BRICS+. Enfin, il a dit quelque chose d'un appétit, d'un format alternatif. J'ai pas vu des gens frapper à la porte du G20. Cette perception de l'Europe est largement partagée par la jeunesse africaine qui demande simplement à traiter avec d'autres partenaires. Impossible de les conditionner avec des nouveaux médias qu'ils définissent déjà comme des outils de propagande au même titre que les autres qui arrosent leur continent. Vous ne comblerez pas ce fossé en lançant un média de propagande pour vanter les mérites de la politique française. N'en déplaise à ceux qui, au gouvernement et parmi nos collègues, évoquent abondamment la lutte d'influence pour tout expliquer. Le fait que l'Afrique aujourd'hui est mondialisée, il y a une ruée vers l'Afrique, et la position de la France, évidemment, est aujourd'hui beaucoup plus relative. Clairement, à elle de prendre conscience qu'elle doit traiter différemment, qu'elle n'est plus en position de monopole. Surtout que ses alliés traditionnels qui l'a laissé agir sur ce terrain d'Afrique francophone en ont pris conscience et semblent désormais disposés à prendre la main. Il faut accepter qu'ils aient une pluralité de partenaires stratégiques. À défaut, nous précipiterons une évolution que nous dénoncerons peut-être avec véhémence.
les Américains laissent leurs alliés français prendre les coups, ils jouent leur propre partition, celle que j'appelle la partition des faux amis. What we are experiencing now is more than a test of the post-Cold War order. It's the end of it. And what brought us to this moment will be the subject of study and debate for decades to come. But there's a growing recognition that several of the core assumptions that shaped our approach to the post-Cold War era no longer hold. And Beijing and Moscow are working together to make the world safe for autocracy through their no-limits partnership. As this competition ramps up, many countries are hedging their bets. Les BRICS constituent aujourd'hui un acteur considérable dans le jeu international. Il faut donc prendre acte de cette situation nouvelle, ne pas imaginer que parce qu'ils seraient divisés, ils vont compter moins. Ils sont au moins unis sur la volonté de tenir à distance le monde occidental. Mais dans le même temps, la jeunesse africaine doit se poser la question de savoir pourquoi toute la planète se rue sur son continent et pendant ce temps, sa population continue de souffrir, de tirer le diable par la queue. Beaucoup préfèrent fuir vers le nord au péril de leur vie. Le problème ne peut pas s'expliquer que par la faute de l'autre. Si l'autre parvient à nous déstabiliser, c'est bien qu'il y a des fragilités à l'intérieur. On ne peut pas être aussi bien doté du point de vue du sol et du sous-sol, du point de vue démographique, du point de vue ressources humaines, et être le dernier de la classe sans raison profonde. La critique et la dénonciation sont importantes. Elles permettent de situer les responsabilités et d'essayer de solder le lourd passif. Mais le rejet ne saurait à lui seul constituer un projet. Le moment est venu de s'attaquer au mal, de déterminer les causes racines, de dresser un réel diagnostic pour élaborer un vrai projet cohérent, solide et efficace afin de remonter la pente et retrouver la place de choix qui est normalement celle de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Cela passe par une vraie réflexion, une démarche méthodique et collective. C'est le sens de Mansa, qu'avec un groupe de personnes d'origine et de spécialités diverses, nous avons mis sur pied. Le travail de Mansa, qui touche tous les domaines, la gouvernance, les institutions, l'économie, la finance, les ressources naturelles, l'agriculture, l'éducation, les sciences et technologies, les valeurs, les traditions, dure depuis plusieurs mois. Le groupe Mansa commencera dans les prochaines semaines à vous les proposer, à les soumettre à votre analyse, à votre réflexion, afin qu'ensemble, on construise un projet qui nous ressemble, qui tienne compte de notre identité, de notre spécificité, de nos ambitions. Nous avons besoin de définir nous-mêmes notre destination. Ensemble, inventons la boussole. Traçons notre voie. Fixons le cap, sans complexe. Au moment où le monde connaît une vraie mutation, c'est la fenêtre idéale pour prendre le large. Pour ne plus être comme ce cheval tenu par une simple et légère chaise en plastique. Prenons conscience que les chaînes qui nous retiennent sont plus dans nos têtes. Il suffit d'y penser pour en être libéré. Vous en avez désormais conscience. C'est le moment. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir des assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance.